Vous êtes sur la radio ici et maintenant dans le cadre de l'émission Cyberculture. Salut Thomas. Bonjour William. Comment ça va ? Bah très bien, hein, comme un samedi, donc la pêche, bien reposé, tout ce qu'il faut. Bah comme un samedi du début du mois d'août. Ouais, bah oui, hein, donc on va essayer de vous faire un beau sujet aujourd'hui. J'ai un peu potassé, j'ai même pas mal potassé. Alors, présente le sujet. Alors d'après ce que le sujet, c'est l'informatique du futur, si j'ai bien compris. C'est ça, donc on vous pose la question, cher auditeur, comment envisagez-vous l'informatique du futur ? Donc on va commencer par vous donner quelques éléments de réflexion. Et j'espère avec l'ami William que vous allez être nombreux à nous appeler. Exactement. Donc on va se retrouver de toute façon. Par rapport à ça, on va faire une petite pause en attendant que les gens réfléchissent là-dessus. Je vais lire en attendant. Ouais, okay. J'ai plusieurs articles pour donner du grain à moudre. Donc j'ai commencé par un article assez simple de 01net qui s'intitule « Découvrez le PC du futur » qui date de 2008. Bizarrement, j'ai pas trouvé plus récent sur cette plateforme. Donc je vais vous le lire tranquillement, histoire que vous compreniez bien les enjeux, les possibles pistes de l'ordinateur du futur, et j'espère que ça va stimuler votre imagination. Alors, le stockage. Donc, nous parlons stockage, donc c'est-à-dire disque dur, clé USB. Actuellement, c'est surtout du matériel à base de disques concernant les disques durs, donc des disques où on grave nos 0 ou 1, ou des mémoires dites mortes sur clé USB. Donc que nous réserve hypothétiquement le futur ? Le stockage. Le stockage est au cœur de nombreuses recherches. En effet, la sauvegarde des données telles que nous la connaissons aujourd'hui montre très vite ses limites dès que l'on veut atteindre de grandes capacités dans un volume contenu. Plusieurs voies prometteuses sont déjà explorées, comme le stockage holographique, qui permettra l'enregistrement de données en 3D, c'est-à-dire en surface ainsi qu'en profondeur et sous plusieurs angles, et non pas simplement en surface comme c'est le cas aujourd'hui. Les capacités d'enregistrement deviennent alors stupéfiantes. Un disque holographique de la taille d'un sucre aurait la contenance de milliers de disques durs classiques. Donc ça, c'est le cas idéal où on arrive à démultiplier les capacités de stockage. Donc on passerait d'une architecture entre guillemets une mémoire morte ou à disque vraiment où on écrit les données platement, ou on passerait sur une architecture où on écrirait les données un peu dans tous les sens, donc en 3D, hauteur, largeur et profondeur, ainsi que sous divers angles. Donc je ne sais pas honnêtement où ça en est cette technologie, mais ça peut être très prometteur, c'est assez intéressant comme idée. Donc il y a également aussi une autre voie pour le stockage. Donc cette fois-ci on utiliserait une technique qui se nomme la nanolithographie. Donc c'est avec des têtes de lecture de la taille d'un atome. Donc imaginez pour faire la comparaison,
Donc votre lecteur CD des années 60-70 avec sa petite tête de lecture, bah là, la tête de lecture, elle n'est pas plus grosse qu'un atome. Donc forcément, au point de vue de sa taille et au point de vue des capacités, on a plus de capacités. Bah exactement, enfin, si on part de l'optique qu'on peut lire un support de la taille d'un atome, c'est-à-dire forcément les données sont de la taille d'un atome, ce qui est assez pratique. Donc ça, c'était concernant le stockage. Donc bien sûr, on voit toujours les tripotées dérivées des CD-ROM actuels. Donc on a eu les DVD-ROM, les Blu-ray. Donc l'avenir nous réserve bien sûr, à mon avis, d'autres supports du même acabit, mais ça reste fondamentalement la même technologie. C'est pas une révolution en soi, le Blu-ray. C'est plus une évolution. C'est plus une évolution, on est d'accord. Donc là, c'était concernant le stockage. Donc concernant l'alimentation, faut pas oublier qu'aujourd'hui l'alimentation, d'une part, c'est ce qui pèse le plus lourd dans le PC, et il me semble que c'est ce qui est le plus polluant. Donc à cause d'une part des condensateurs, excusez-moi, et de toute la ribambelle de produits chimiques qu'on peut trouver dedans. Donc bien que dans les cartes mères, les cartes graphiques, etc., ce soit pas forcément très très bon pour la santé non plus. Donc l'alimentation. Aujourd'hui, il se vend plus de PC portables que de machines de bureau. On peut imaginer que ces PC mobiles auront un quasi-monopole dans le futur. Et comme ils seront toujours plus puissants, toujours plus communicants, sans fil, le problème de l'autonomie deviendra encore plus crucial. Effectivement, on voit bien qu'actuellement, et même les données corroborent cette idée, comme quoi il y a plus d'ordinateurs portables vendus et de smartphones que de PC de bureau actuellement. Enfin, la courbe commence à s'inverser. Là, on va vraiment vers la dématérialisation du matériel aussi, parce que il y a tout ce qui est niveau clavier-souris, ça disparaît avec le tactile, donc tout ce qui est pad. Tout ce qui est pad en fait est smartphone, et là on va avoir vraiment la tendance à ne plus avoir chez soi une tour. Oui, c'est une tendance, mais moi par exemple, j'aime bien ma tour. Bref, moi je suis un vieux de la vieille. Aussi, hein. J'aime bien la petite tour qui est toujours ouverte pour la trafiquer. Exactement, on est très old school la cyberculture. Alors pour en venir à l'alimentation, en Asie, des sociétés comme Toshiba, Samsung, LG et autres travaillent déjà sur les batteries utilisant de l'eau. Oui, vous avez bien entendu, de l'eau, la fameuse molécule H2O qu'on obtient, on dégage de l'énergie en cassant cette molécule. On met d'un côté l'hydrogène et de l'autre côté l'oxygène. Cours de sciences physiques, 5e. Exactement. Et forcément, c'est une énergie non polluante déjà. Et on parle alors de piles à combustible. Donc il y avait aussi la même idée sur les voitures à eau. Donc l'idée qui a été plus ou moins torpillée, d'autres émissions... Elle a été étouffée l'idée par des grands constructeurs qu'on pourrait ne pas citer et qui ont des problèmes aujourd'hui. Voilà, donc d'autres émissions de la radio en parlent en long, en large et en travers, donc je vous redirige vers ces émissions. Donc l'idée de l'alimentation à eau est aussi dans les cartons. Donc là on va passer à l'affichage, donc actuellement on est passé... Les cartons qui ont pris l'eau. Les cartons qui ont pris l'eau. On va parler de l'affichage, donc on est passé des écrans TFT, il me semble ça s'appelait. C'est cathodique. Hein, les écrans cathodiques, exactement. On est passé au LCD, donc que nous réserve potentiellement le futur. Donc l'affichage, déjà c'est vraiment à mettre en relation avec l'ergonomie. Parce que forcément on se balade sur l'écran, si c'est pas ergonomique, on passe 107 ans pour trouver notre icône de la calculatrice, on va pas s'en sortir. Donc l'ergonomie du PC du futur sera certainement dépendante en grande partie de l'affichage, qui ne se cantonnera plus à montrer des images, mais servira aussi aux diverses manipulations, comme c'est déjà le cas avec les nombreux écrans tactiles que nous avons déjà sur les iPods et autres. Le développement de la technologie OLED ou la recherche avancée sur l'e-paper, ou papier électronique pour nous, laisse présager des machines dont la seule interface utilisateur sera l'écran. Il est fort probable aussi de voir apparaître des écrans souples, plus maniables et moins fragiles. Excite clavier-souris, il n'y aura pas meilleur organe de pointage que le doigt et notre main ou nos pieds. C'est au choix après. Un écran pourra alors se transformer en clavier ou en palette graphique. Il s'adaptera aux besoins, taper du texte, dessiner, jouer au piano. Donc là, pour faire une petite relation, il y a Windows qui a annoncé récemment pour la sortie de Windows 8, si je m'abuse, donc l'interface graphique qui s'appelle Metro. Là en ce moment ils ont des ennuis avec la marque Metro. En tout cas c'est une interface 100% tactile d'après ce qu'ils disent. Donc voilà, est-ce qu'on tend là-dessus chers auditeurs? Je vous pose la question. Donc là on va passer, je passe un peu vite pour vous expliquer les grandes tendances. Donc là le processeur. Donc le processeur depuis
allez, puis début 90, donc les séries X86, il a fait que de se miniaturiser. Grosso modo, en faisant un énorme raccourci. Bah, c'est miniaturisé pour la recherche du multicœur. La recherche du multicœur. Et tu définis comment le multicœur? Bah, avec le multicœur, comment je peux le définir? Je vais le définir de manière assez vulgaire, je vais le vulgariser plutôt. C'est au sens où on a toujours cette impression d'avoir un processeur, mais en fait c'est complètement faussé parce que ça a tellement été miniaturisé au point de vue processeur. On va avoir, au lieu d'avoir, on pense qu'on a un processeur, mais en fait on n'a pas un processeur, mais on a plusieurs petits processeurs à l'intérieur qui vont chacun d'eux soit tous travailler ensemble ou travailler de leur côté sur des applications. Et c'est aujourd'hui, depuis que ces multicœurs sont mis en place, on est rentré dans tout ce qui était système de virtualisation et de partage de cœurs et donc d'unités de calcul. C'est un peu du traitement parallèle en temps réel, On peut faire du traitement parallèle, on peut faire du traitement mono, ça veut dire qu'on peut dédier sur ce processeur général où il a des fils quelque part processeur et il les contrôle en disant bon bah toi tu fais ça, toi tu fais autre chose. Ça permet une répartition de charges. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui on a travaillé aussi un petit peu sur tout ce qui est cloud computing. Cloud computing, on y reviendra après sur le cloud computing. Donc là, pour fermer la parenthèse du processeur, alors aujourd'hui, la présence de processeurs avec 2 ou 4 cœurs montre la difficulté de la miniaturisation. Donc ça dit la même chose que ce que tu viens d'exprimer, William. Difficulté qui n'est pourtant pas insurmontable, les limites étant toujours repoussées, notamment dans le domaine de la gravure. On parle d'ailleurs de nanogravure. Donc par exemple sur le processeur Atom d'Intel. On sait aussi que certains processeurs intégreront également la puce graphique et la puce audio. Il est alors envisageable d'imaginer qu'à terme, une puce pas plus grosse qu'un grain de riz intègre un processeur classique, de la mémoire vive, un contrôleur Wi-Fi au débit et un chipset multimédia. Ça, moi je trouve ça très marrant comme idée, parce qu'au début, dans les années 90, c'était un processeur unique qui traitait le son, le graphisme et les calculs autres. Non, ça c'était au point de vue traitant, parce que bon, il y avait quand même du son, la carte son était séparée à l'époque. C'était plutôt limité. Pas tout au début. Si, souviens. Excuse-moi, mais j'étais sur Atari, donc après c'était le tout début des premiers PC. Les premiers PC, c'était pas mon problème. C'était pas ton problème. Bah alors. Sur les tout premiers PC, en fait, c'était le processeur qui gérait le son, et c'est à partir de l'arrivée de la Gravis Ultrasound. Donc, non, t'étais à New York quand c'était. C'est la GUS, c'est la mise en place parce qu'on pouvait pas dépasser un certain nombre de mégas, parce que je pense que ça se comptait en mégas ou mais un peu moins, et on envoyait tous les samples à l'intérieur de cette carte. Et là, le traitement était différent. Ouais, mais ça, comme dit Amiga 1199, donc c'est Amiga 1200-1 aujourd'hui. C'est son anniversaire peut-être. Peut-être, je sais pas, il y a un petit moral aujourd'hui. Bref, donc pas sur Amiga, il y avait des custom chips, donc ça reprend ce que tu disais. Amiga, ils avaient une petite longueur d'avance, ils avaient déjà décorrélé ces traitements. Au départ, sur PC, ça faisait que bip bip avant l'apparition du MIDI et des premières Sound Blaster 16, AW32 et les Gravis Ultrasound. On s'est mal compris, parce que là tu parlais de bip bip, je te parle déjà du Wave, etc. Donc, ah oui, d'accord. Il y avait déjà cette séparation. Exactement, oui. Le son de la carte, le son qui existait sur les 486 avant la mise en place de cartes son, c'était effectivement des bip bip. Oui, les tout premiers c'était des bip bip, ça allait pas plus loin quoi. Le buzzer. Bon, on va enchaîner avec un deuxième article, donc un peu plus ardu à comprendre mais extrêmement intéressant. Donc là, je vais vous parler l'ordinateur quantique du futur, donc un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Ça fait à peu près 15 ans, la première fois que j'ai entendu parler, on me disait, c'était dans Science et Vie Junior, il me semble, à l'époque, où on aura la symbolique du 0 et du 1 sera déterminée par le spin de nos atomes. Donc, qu'est-ce qu'on appelle spin? Donc, c'est l'orientation des atomes, dans quel sens ils tournent en fait. Donc, pour faire très très schématique, soit ils tournent dans l'inverse d'une aiguille d'une montre, donc on va dire c'est 1, si c'est dans l'autre sens, bah, ça va être 0. Très schématiquement, c'était ça. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Avec les avancées de la physique quantique, bah, il y a toujours les paradoxes liés à la physique quantique. Mais on y arrive. Voilà. Alors, IBM progresse vers l'ordinateur quantique du futur. Les chercheurs d'IBM ont établi un nouveau record. Le plus long temps de décohérence dans un circuit d'ordinateur quantique. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la décohérence quantique ? La décohérence quantique, c'est une théorie qui est censée unifier,
qui explique les transitions entre la physique dite classique et la physique quantique macroscopique. On entend par là que, par exemple, les lois de Newton, si vous l'appliquez à l'extrêmement petit, ça ne marche plus. Donc les ingénieurs d'IBM, ils essaient de mettre au point des modèles à partir de décohérences quantiques pour faire marcher tout leur engin et que ça prenne aussi bien en compte la physique traditionnelle que quantique dans une machine qui est censée unifier tout ça. Voilà l'idée maîtresse. L'exploit n'est pas mince. Si un jour ce temps s'allonge suffisamment pour un nombre de qubits assez grand, une nouvelle ère technologique s'ouvrira. En effet, donc, dans l'idée de décohérence quantique, en fait, quand vous cherchez dans quel état sont vos atomes ou dans quel état est votre matériel, vous devez trouver le bon delta temps pour savoir le lire ou l'observer. Je ne vais pas revenir sur toute la théorie quantique, mais bon, faut savoir que des fois quand on observe quelque chose, il ne bouge pas. Par contre, si on bouge, il n'est plus là, alors qu'il est toujours là. Ou on peut aussi avoir des électrons ou des particules atomiques qui arrivent tous les deux en même temps à un endroit alors que c'est une seule et même particule. Enfin, il y a énormément de paradoxes. Du coup, ils essayent de se baser sur un temps qui, eux, peuvent mesurer et qui prend en compte la physique classique et macroscopique. Donc jusque-là, suis-je clair, William? Là, tu es clair sur la définition, c'est pas trop compliqué parce qu'on n'est pas entré dans le principe algorithmique. Qu'est-ce qu'on a en fait de tout ça? Attends, on y arrive. Du coup, cette notion d'ordinateur quantique basée sur la décohérence quantique induit l'unité de mesure, le qubit. Donc c'est la plus petite unité de stockage quantique. Donc on peut faire le parallèle avec le bit traditionnel ou les kilooctets traditionnels. Les bits d'information des ordinateurs classiques sont simplement des nombres binaires que l'on peut manipuler selon des principes en partie établis par les travaux d'Alan Turing. Donc Alan Turing, le père de l'informatique moderne, bien sûr. Mais avec des qubits d'information, des états de machine qui sont des superpositions de 0 et de 1, des calculs en parallèle d'une très grande puissance et d'une très grande rapidité deviennent possibles, brisant les limites physiques de l'ordinateur basées sur les lois de physique classique. Donc c'est là où ça devient assez génial. Vu qu'en physique quantique, on ne peut pas vraiment savoir où est une particule, ils se sont dit tout simplement, on va faire des superpositions d'atomes. Et ces superpositions d'atomes, on va calculer les probabilités à différents moments. Et ces probabilités, selon une certaine formule mathématique, je n'ai pas connaissance, on pourra déterminer quelle information est stockée. Et là où c'est très fort, c'est que pour, on va dire, une molécule quelconque, on pourra utiliser tous ces atomes. Continuons. Avec une telle information quantique, 250 qubits suffiraient pour faire des calculs nécessitant d'enregistrer un bit d'information classique par atome présent dans l'univers observable. Ce qui veut clairement dire que la capacité d'information que l'on peut capturer grâce à ces machines quantiques est limite infinie. On n'aurait plus de problème de stockage. Là. On entasserait tout dans notre atome sous la main et hop, c'est parti. Donc l'un des tout premiers chercheurs qui a exploré les possibilités offertes par des ordinateurs quantiques fut le prix Nobel de physique Richard Feynman. On a déjà réalisé des ordinateurs quantiques, mais leur puissance restait très faible, car n'importe quelle calculatrice programmable des années 1970 les battait aisément. Pour réellement concurrencer des machines comme la Curie, le supercalculateur de Boole a 2 pétaflops. Il faut un assez grand nombre de qubits. Il faut de la place. Il faut de la place, exactement. Et en fait, ce qui a fait que on n'a pas pu faire vraiment décoller les ordinateurs quantiques jusqu'au début des années 1970, parce que, à mon sens en tout cas, c'est qu'il n'y avait pas assez de théories qui permettaient, entre guillemets, de proposer une unification des deux physiques. Donc tout ce qui était théorie des cordes n'était pas, à mon sens, assez connu dans ces années-là. Malheureusement, il y a quand même un gros problème dans cette histoire d'ordinateur quantique. Malheureusement, cela veut dire qu'il faut exorciser le démon de la décohérence. Ce qui veut dire, c'est que on a une idée d'unification de la physique classique qui est quantique, mais c'est pas encore totalement fini. Il y a encore des gros problèmes.
Et parmi ces problèmes, on retrouve le paradoxe du chat de Schrödinger. Donc là, en tout bon animateur, William, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que le chat de Schrödinger? Mais qu'est-ce que c'est que le chat de Schrödinger? Exactement. Mais qu'est-ce que c'est que... Ok, d'accord. Et moi, je vais te répondre. Alors, le chat de Schrödinger, c'est une expression désignant ordinairement en physique une expérience de pensée. C'est juste une expérience de pensée. On ne peut pas faire vraiment l'expérience dans un laboratoire. Qui fut proposée en 1935 par le prix Nobel Erwin Schrödinger. Un chat, donc un objet macroscopique en fait, donc visible par notre œil pour faire très très vulgaire, se retrouvait malgré tout soumis aux règles étranges du monde microscopique de la mécanique quantique. Ceci afin d'illustrer les difficultés à connecter le monde quantique avec le monde classique. Voilà, en gros, il faut imaginer un chat, et tout d'un coup, le chat, il est soumis aux lois de la physique quantique. Donc qu'est-ce qui va se passer sur le chat? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est vivant? C'est là tout le paradoxe de Schrödinger. Bah, c'est une expérience intéressante. Non, c'est pas une expérience, c'est juste un exercice de pensée. Parce que la physique quantique... On fait pas de mal à l'animal. Hein. On fait pas de mal à l'animal, d'accord. hein, donc ne vous inquiétez pas, la SPA, le chat de Schrödinger va très bien. D'ailleurs, il n'a jamais existé. Donc actuellement, c'est histoire de physique quantique pour le moment. Ça peut nous amener dans les années à venir, si ça démarre vraiment, à l'équivalent des puces synaptiques. Donc le synapse, c'est ce qu'on a dans le cerveau qui relie entre guillemets nos pensées par des signaux électriques. Donc on peut arriver à des idées de puces synaptiques avec la physique quantique grâce au fait que vu qu'on fait des calculs probabilistiques, rien n'exclut que notre cerveau n'emprunte pas des chemins à la meilleure capacité probabilistique. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est un peu l'idée en fait. Et ça permettra de réaliser, entre guillemets, le rêve d'Alan Turing, c'est-à-dire la conscience artificielle. Donc Alan Turing qui avait initié le jeu de la vie, plus tard qui a été repris sous le jeu de la vie de Conway, mais on en a déjà parlé précédemment dans une émission. Exactement, je ne me souviens plus laquelle exactement. Enfin bref, donc entre le problème de la décohérence, les paradoxes de Schrödinger, il y a d'autres paradoxes. C'était l'émission sur les virus. C'était l'émission sur les virus? Oui, comment ils se développaient, les intelligences, etc. Exactement. Donc l'article conclut, donc c'était un article de Futura Science datant du 29 février 2012. Donc en attendant de résoudre ces problèmes, on verra éventuellement en 2045 où ça en est. Donc voilà, ça laisse les fantasmes très très ouverts, cette histoire d'ordinateur quantique. Donc je vous invite à participer au 08 92 23 95 20 et dites-nous comment imaginez-vous l'informatique du futur ou même les logiciels du futur. Hein. Ça rentre très bien dans le sujet aussi. Petite dédicace pour tout ce qui est un petit peu quantum. Vous êtes sur la radio ici et maintenant 95.2 FM. Nous sommes dans le cadre de l'émission Cyberculture présentée par Thomas et par William. Donc aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est l'informatique de demain, le futur, l'informatique futuriste. Donc vous pouvez intervenir au 08 92 23 95 20. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. À tout à l'heure, après une petite pause musicale.
Vous êtes sur la radio ici et maintenant, donc dans le cadre de l'émission Cyberculture avec Thomas. Donc aujourd'hui, donc c'est l'informatique du futur. Après, bon, on peut tourner en périphérique moléculaire tout autour de cette thématique. Après, est-ce qu'on va être dépendant de toute cette technologie, de cette évolution? On peut intervenir aussi là-dessus au 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Vous êtes sur la radio ici et maintenant dans le cadre de notre émission Cyberculture avec Thomas. Vous pouvez intervenir au 08 92 23 95 20. Je n'arrive plus à parler. Mon ordinateur quantique ne fonctionne plus. Help me, help me. Help me, help me. Donc on va enchaîner. Moi j'ai toujours d'autres possibilités d'imaginer le futur. Donc raconte-nous tout ça. Je te raconte tout ça. Je vous raconte tout ça. Donc l'ordinateur du futur ne se plie pas, il se roule. Donc amateur d'herbe et d'OCB, écoutez bien. C'est le roll-top. C'est le roll-top, exactement. Après, ouais. Donc c'est en Allemagne, c'est un designer allemand qui présente ce concept futuriste et ultra design. Le roll-top est un PC plus portable que n'importe quel autre, puisqu'il s'enroule sur lui-même. Doté d'une technologie LED, d'un écran tactile et flexible de 13 pouces, d'une webcam, de ports USB et de haut-parleurs, le roll-top se range comme on roule un poster ou une pâte à tarte. Plus besoin de sacoche, presque aussi lourde que l'ordinateur lui-même. Muni d'une bandoulière détachable, il fait office de sac et peut servir d'ordinateur également. Donc faut pas oublier l'essentiel. Mais aussi de netbook ou de télévision à écran ultra plat. Malheureusement, ce petit bijou n'est pas disponible sur le marché, mais son créateur pourrait très vite penser à le commercialiser. Donc l'ingénieur Yevgeny Orkin dit: c'est mon projet de test que j'ai réalisé il y a presque de 6 mois, mais il n'est pas encore commercialisé, mais s'il y a des intéressés, pourquoi pas. Voilà. Donc c'est potentiellement, on peut voir ça. Donc il me semble que dans Minority Report, il y a plein d'écrans plats partout, ultra tactiles. Donc c'est plutôt vers ça qu'il faut imaginer la chose. Et tu as utilisé ta force quantique là pour taper sur le chat, j'ai pas vu tes doigts taper, tu as dit si on peut. Non, j'ai rien tapé sur le chat, je t'assure. D'accord. Donc ça c'était pour le roll-top. Donc déjà, faut pas oublier que donc là c'est faire la petite parenthèse. L'ordinateur actuel, il est toujours basé sur l'architecture de von Neumann, donc une architecture qui est apparue à la fin des années 40, donc qui a été développée en majeure partie par l'armée américaine, à partir des supercalculateurs pour craquer les algorithmes du bloc opposé. Un petit peu ressemblant là dans Time Tunnel avec les ordinateurs avec les ronds là qui tournaient, là, les grandes bandes magnétiques. Exactement. Avec les grandes lumières et les écrans avec les sinusoïdes. Exactement. C'est parce qu'on n'avait pas encore mis du silicium partout, entre autres, et il n'y avait pas encore de, je sais plus comment ça s'appelle, de j'arrive jamais à le dire ce mot, condensateur très miniaturisé. Ils étaient assez gros à l'époque. Mais cette architecture von Neumann, même arrivée en 1980 avec les premières machines, donc dans le monde PC, donc avec tous les dérivés d'x86, on était toujours basé sur la même architecture, c'est-à-dire on a un processeur central, un bus, donc entre guillemets là où va transiter les informations, une mémoire dite morte, donc un disque dur, une mémoire dite vive, donc la mémoire RAM,
donc qui permet de faire les traitements en temps réel, et bien sûr tous les périphériques annexes type souris, clavier, écran, etc. Mais pourquoi on l'a pensé comme ça? Pourquoi on l'a pensé comme ça? Bah, c'est une très bonne question. J'en ai strictement aucune idée. Et enfin, en connaissant un peu le personnage Turing et Feynman, c'était quand même des gens très très méthodiques et ils aimaient pas griller des étapes en fait. Donc à mon avis, ils devaient déjà valider une architecture capable de calculer sans faille. Donc déjà pour le besoin de l'époque de leur client en face qui était l'armée américaine, même s'ils avaient dans l'idée de poursuivre plus loin leurs investigations pour proposer les premières ébauches de réseaux neuronaux. Mais à leur époque, donc, tout ce qui a donné les jeux de la vie de Conway, entre autres, c'était resté au stade de théorie sur papier pour Feynman et Turing. Alors pour bien comprendre la base de l'ordinateur, en fait, quelque part, tu parlais de supercalculateur. Quand on parle de supercalculateur, ça peut faire un peu mal à la tête, parce que bon, là, si les auditeurs ils sont derrière tout ça, ils se posent des questions. La base de l'ordinateur, le centre névralgique d'un ordinateur, c'est quand même une calculatrice. C'est la calculatrice, Avec exactement. et avec une pile. Parce que là, la pile sur les cartes mères, c'est important. À quoi sert cette pile, Thomas? Bah alors cette pile, ça a deux choses. Ça permet de donner l'heure au BIOS même quand tu as éteint ton ordinateur, et c'est ce qui permet d'insuffler ce qui s'appelle l'horloge, donc la fréquence du processeur. Exactement, la temporisation. La temporisation, merci. Le tic-tac. Le tic-tac. Et oui, quand les 0 les 1 sont traités pour faire des additions, des soustractions et tout ce qu'on veut, il faut que ça se fasse en cadence, à un rythme effréné, mais toujours à bonne cadence. Enfin, on ne peut pas imaginer faire une soustraction en 5 secondes, après la multiplication dure 15 secondes. C'est totalement inimaginable. Donc il faut tout que le flot de données électriques dans le microprocesseur soit suffisamment cadencé et suffisamment traîné en permanence à la bonne vitesse. Là, ça me rappelle un petit peu l'une des émissions qu'on avait fait là, sur les films. Je sais pas si tu te rappelles, on avait parlé d'Existence, le film. Oui. Où il y avait une espèce de réalité virtuelle, où c'était d'une manière avec l'ordinateur qu'on connaît, mais avec une extension possible sur nous, où on a fini par l'ordinateur dit organique. On se faisait une espèce de plug dans la nuque, un petit peu comme Matrix d'époque. Un peu le Matrix de l'époque. Et bah oui, dans cette optique, l'horloge dite l'horloge de fréquence, en fait, est remplacée par l'horloge biologique de l'être humain, en fait. Et du coup, là, on passe à des fréquences qui étaient sinusoïdales sur ordinateur, à des fréquences plus vraiment sinusoïdales, mais avec des accidents. Parce qu'un être humain peut très bien dormir 15 heures, comme il peut très bien dormir 6 heures. Donc, au niveau des fréquences d'horloge biologique, ça ne doit pas donner les mêmes signaux. Ça, c'est sûr, que si tu es super fatigué et tu as une tête... Ouais, mais en contrepartie, le cerveau humain est capable de traiter des données beaucoup plus rapidement, mais surtout d'une manière très très parallélisée, contrairement aux ordinateurs dits modernes. En fait, les ordinateurs modernes ont une puissance de feu extraordinaire par processeur, mais ils sont incapables de vraiment paralléliser les traitements. Au sens où actuellement, quand tu fais un traitement sur un programme en multicœur, par exemple, tu auras l'exécution du processus, et des processus suisses seront répartis par cœur. Donc on peut très bien imaginer le processus principal sur le cœur 1, les processus suisses sur le cœur 2, 3, 4. Mais après, toutes les données à l'intérieur, elles ne sont pas reparalysées. Si par exemple dans le processus 1 on fait une addition, le processus 2 on fait une soustraction, ils resteront dans ces canaux-là. Ils ne seront pas encore subdivisés dans une autre machine. C'est ce que fait notre cerveau. Lui, il arrive diviser les éléments, il décompose tout et il arrive synthétiser toutes ces informations en une seule, ce qui donne une puissance de frappe extraordinaire comparée à nos processeurs actuels. Ce que je veux dire, c'est pas parce que tu as une grosse fréquence d'horloge, tu as, on va dire, 3 GHz par processeur, que tu iras plus vite que 6 milliards, voire plus, je sais pas combien de neurones cadencés à 5 MHz. Non. On peut essayer de nous comparer à un ordinateur, mais après les auditeurs peuvent réagir au 08 92 23 95 20 par rapport à ça, mais c'est clair qu'on ne voit pas la même chose. Un ordinateur, lui, est bête et méchant, il va faire ses calculs. Oui, puis l'ordinateur, il est très binaire. Il voit qu'une chose.
Oui, il voit qu'une chose et de toute façon, ce qu'il voit, c'est soit vrai, soit faux. Voilà. Alors que l'être humain, bon, il y a quand même des subtilités dans la notion logique. Soit on est très très cartésien et on se base exclusivement sur des 1 plus 1 égale 2, soit on peut rentrer dans des logiques plus compliquées comme par exemple la logique tétravalente. Bah, pour se battre, par exemple, sur les Kapchka, le Kapchka, là, bon, c'est un truc qui est bête et méchant, hein, sur Internet, tu vois, le Kapchka, bah, c'est une protection contre les bots qui essayent de faire des inserts sur les forums pour faire du spam Oui. de contenu. Bah, de plus en plus, bon, il y a des robots qui deviennent de plus en plus intelligents, des AI, mais heureusement qu'on a ça parce qu'il y a des choses que même le plus puissant des ordinateurs ne peut pas simuler. Bah exactement. L'ordinateur il est incapable de prendre décision s'il n'a pas l'algorithme qui lui permet de prendre la décision. En fait, la notion de polymorphisme, donc fait de muter, donc ça existe déjà pour les virus informatiques, comme on l'a déjà vu dans une précédente émission, mais c'est du polymorphisme très bête qui supprime juste les empreintes. Grosso modo, ça change juste la paire de chaussures sur lesquelles il marche. Ça va pas plus loin, le polymorphisme actuellement dans les ordinateurs. Bah, l'évolution arrive, mais c'est pour ça qu'on parlait de différents types d'ordinateurs, ordinateurs quantiques, optiques et ceux d'aujourd'hui. Et c'est clair que l'évolution va se faire. Bah exactement. Et ouais, juste pour finir ce que j'avais entamé il y Vas-y, je a te coupe pas, 5-10 excuse-moi. minutes. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Je ne T'inquiète. suis pas un ordinateur, je suis un être humain. Non, mais pour en venir à l'architecture von Neumann, donc on trimballe depuis les années 1945 environ. Bah, on a un problème de miniaturisation évident. Donc l'article que je vous ai lu tout à l'heure disait le contraire, mais il arrivera un moment où on ne pourra plus miniaturiser. Donc d'une part, on ne pourra plus miniaturiser. Ensuite, nos besoins et nos évolutions graphiques vont changer. La tendance fait qu'on va arriver vers du tout tactile a priori. Du coup, nos besoins seront différents. Du coup, il faudra muter profondément nos ordinateurs. Et l'autre besoin à ça que je vois, c'est par exemple les programmes spatiaux et les ordinateurs dans les fusées. Il faut savoir quelque chose en fait. Donc les logiciels et les machines embarquées dedans. Alors en général, on se base sur des vieux processeurs. Alors si je ne m'abuse, c'est des processeurs Apple, mais des vieux processeurs Apple fin années 80. Alors pourquoi ces processeurs? Parce qu'ils ont le double avantage de pas trop chauffer et dans un espace réduit, c'est ce qui est très important, ils n'ont pas l'habitude de trop chauffer et ils sont réputés très 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 et extrêmement fiables dans les calculs flottants, donc les calculs de nombres tels que pi, ils sont excellents. 3, 14, 15, 926. Exactement, merci William. Mes cours de 5e. Le cours de 5e. J'ai un truc avec ça. Attends, allez, 2 secondes. Et les logiciels embarqués dedans, ils sont faits soit dans des langages dits d'origine, entre guillemets, donc soit du C, du C++, mais très faiblement, un peu d'assembleur et surtout beaucoup d'ADA, parce que ça s'applique bien à ces architectures-là. Et du coup, tous les essais en informatique pour mettre d'autres langages embarqués dedans furent un échec complet et retentissant à cause des normes. Et oui, on n'envoie pas des logiciels et des machines dans l'espace sans normes. Il y a toute une tripotée de tests. Par exemple, un test où on stresse la machine à un moment en lui mettant un chalumeau sous la tête, voir comment elle va, la machine. C'est exactement ce qui peut se passer en l'espace. Tu vois, avec les frottements avec l'air, notre machine est extrêmement stressée, notre logiciel aussi, on ne sait pas comment il peut réagir. Donc regardez déjà quand votre Windows est stressé par un microprocesseur ultra chaud, vous allez avoir un écran bleu. Donc imaginez ce qui peut se passer en l'espace. Et c'est bien pour ça qu'on est bloqué par nos machines actuelles qui dépendent d'énergie et qui chauffent. Il va falloir trouver autre chose à un moment. Et une des pistes de l'ordinateur quantique est intéressante parce qu'on se base sur des phénomènes naturels, entre guillemets, et on n'a pas besoin forcément d'insuffler un phénomène artificiel qui est, entre guillemets, l'électricité dans le microprocesseur. Du coup, à mon sens, il va falloir vraiment évoluer vers des nouvelles machines si on veut aller plus loin. Donc l'autre exemple par rapport à ça, il y a Voyager 1 qui a été lancé il y a plus de 30 ans environ. Donc j'ai lu hier ou avant-hier qu'elle avait dépassé notre ceinture cosmique, mais tout ce qu'elle fait, la pauvre sonde Voyager, c'est qu'elle envoie bip bip.
Voilà, c'est très dur d'embarquer des softs et du matériel qui, 30 ans après, fonctionnent encore, sachant qu'ils ont dû se prendre des tas de particules dans tous les sens. Là, sur Voyager, il y a le fameux disque avec notre représentation de l'humanité, hein. Parce que Oui, il me semble, voilà, c'était pas Carl Sagan qui avait fait ça? c'est sur un disque Sur un doré. disque, sur un disque C'est doré. un VCD. Bref, je vous renvoie vers l'émission La Vague d'OVNI, ils en parleront beaucoup mieux que moi à ce niveau. Voilà, donc j'ai fini ma petite parenthèse, William, à toi. À moi, bon, merci, c'est sympa. Là, tout à l'heure, on parlait donc, de tout ce qui est informatique du futur, mais on n'a pas parlé de tout ce qui était autour de ce qu'on nous parlait pas. Ça veut dire tout ce qui était au point de vue militaire. Oui, exactement. Ouais. Parce qu'il y a des technologies comme la technologie micro-ondes, l'Internet, parce qu'on sait très bien que l'Internet, ça a commencé un peu par l'armée pour faire une protection en cas d'attaque nucléaire sur les différents points de base de l'armée américaine. Oui, pour pas perdre les communications en cas de guerre nucléaire éclair. Le réseau, c'était ARPANET, il me semble. C'était exactement ça. Donc ce qu'il faut savoir aujourd'hui, l'armée américaine consacre toujours un budget de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donc ils allouent chaque année au ministère de la Défense, donc le DOD, qui dépense sans compter sur des projets universitaires, sur des laboratoires de l'armée américaine. Donc on va avoir l'US Army, l'USAF ou la Navy. Qui travaille sur différents avant-postes et recherches appliquées sur les innovations spectaculaires. On peut rappeler, je ne sais pas si tu te rappelles, du canon laser chimique fabriqué par Boeing en 2008, fonctionnant comme une tourelle et se place dans le nez d'un avion C-130 ou B-747. Ça me rappelle un peu le tonnerre mécanique avec son petit laser ou le supercopter où c'est la technologie où ça t'envoie des rayons laser. Ou le canon à ion de Command and Conquer. Ouais, c'est un peu ça, c'est où les chars à prisme dans Red Alert. Exactement. Chacun sait que ces différents travaux sont ce sont des projets secrets, en collaboration bien sûr avec l'industrie. Donc on peut se rappeler bien sûr le projet Manhattan, la bombe atomique de 1945, le projet Orion, le vaisseau interstellaire de 1958, si ça te dit quelque chose. Ça me dit rien du tout. Et les premiers drones utilisés durant la guerre du Vietnam, donc entre 1959 et 1975. C'est-à-dire que le drone, on se dit, tiens, le drone, on l'utilise pour avoir moins de dégâts au point de vue militaire, pas forcément au point de vue humain, civil, malheureusement. À partir de là, ces technologies existent depuis très longtemps. Comme le projet de la guerre des étoiles, le projet bouclier spatial, donc Strategic Defense Initiative de 1980. Et donc il y a différents projets tout autour. Et après, on n'oubliera pas aussi tout ce qui était les avions furtifs et bien sûr tout ce qui est dans le détail, écouter, comme tu as dit tout à l'heure, les émissions concernant les vagues ovnis, etc. Parce qu'il y a des technologies un peu sombres qui ont été utilisées dans ce genre de projet. Parce que ça, c'est important aussi de le souligner. C'est important. On n'est pas expert de ce côté-là dans la cyberculture, mais vous invitons donc à écouter la vague ovni. Exactement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a quand même une théorie de l'existence de l'informatique dans notre temps moderne, qui serait liée aux récupérations OVNI et à la rétro-ingénierie des soucoupes volantes récupérées. Donc c'est une des théories, et là, comme disait William, on vous renvoie à l'émission La Vague d'OVNI. Il y a plein de films qui sont inspirés de ça, comme Transformers, se disant ils ont récupéré les technologies pour fabriquer la technologie micro-ondes, etc., etc. Oui, ça exprime très bien cette idée Transformers. Oui, t'avais des choses sur les logiciels du futur? Pas du tout, mais à la rigueur, on se retrouve juste après une petite pause. C'est une petite pause musicale. Petite pause musicale. Ok. À tout de suite. Avec une spéciale dédicace à Doctor Who. Ouais.
Vous êtes sur la radio ici et maintenant, 95.2 FM. Vous pouvez donc intervenir sur les ordinateurs du futur au 08 92 23 95 20. Vous êtes sur la radio ici et maintenant, 95.2, dans le cadre de l'émission Cyberculture. Et il y a Thomas et William dans le cadre de cette émission. Thomas ? Oui, je suis toujours là. Ok, alors effectivement, c'était pas le logiciel, c'était plutôt Web 3.0 qui a commencé son extension depuis 2006 progressivement. Déjà, c'est quoi le Web 1 ? On va commencer basique. Qu'est-ce que c'est le Web 1 ? Je te laisse définir. Le Web 1, c'est un peu la page HTML statique où on a juste du texte brut de fonderie. On a un bon vieux chat IRC comme chat.rim952.fr. Un bon vieux chat IRC, à la limite un ICQ dans un coin. Et un premier MSN. Et un premier MSN et des images à l'écran, des gifs animés de petits cœurs envoyés à votre copine. Ce genre de choses, ça ne va pas plus loin. À la rigueur, quelques pop-up qui commencent à apparaître dans les coins de votre écran. Et Internet Web 1.0 n'est pas très sexy. Enfin, c'est pas le bon terme en fait. C'est pas que c'est pas joli, c'est que c'est pas vendeur, c'est pas marketing. Voilà, donc en fait le Web 1.0, c'est là de la manière comment tu l'as décrite, c'était plus côté, on va dire, technique. Il fallait être un minimum connaisseur. On va dire aux sources par exemple pour l'IRC pour se connecter et comprendre le principe, les raccourcis ASCII, texte plutôt pour obtenir on va dire une action qui aujourd'hui est connue par les émo-icônes ou Wiz. Ouais, sur MSN. Et arrivé un beau jour, début année 2000 à peu près, le web dit 2.0. Alors qu'est-ce qu'on appelle web 2.0 ? C'est une page à votre écran sur votre Internet Explorer ou votre Firefox qui bouge. Au sens, vous cliquez quelque part, une fenêtre apparaît mais toujours sur le même plan, et toujours sur le même plan, vous rentrez du texte et ce texte propose des nouvelles fonctionnalités ou fait apparaître des images par exemple. En bref, on crée une forte interactivité avec l'utilisateur, et cette forte interactivité a été reprise par le marketing qui a donné l'apparition du terme Web 2.0, entre guillemets une nouvelle renaissance d'Internet qui offre plus d'interactivité, soi-disant plus de confort et plus d'ergonomie. Donc ce facteur ergonomique, oui et non, on passe forcément s'étendre sur le sujet. On peut avoir des gains d'efficacité quand on clique, quand on se promène sur notre page Internet, mais on peut aussi avoir des apparitions de nouveaux bugs, de nouvelles choses illogiques, car c'est pas dans les mœurs et les préconditions humaines d'utilisation, entre guillemets. On a l'habitude d'aller vers ce qui bouge, instinctivement, donc c'est notre cerveau reptilien qui dit ça. Dans le web 2.0, vu que ça bouge dans tous les sens, on clique vers quoi? Et du coup, on se perd ergonomiquement parlant. C'est un peu le revers de la médaille. Et web 2.0, ouais, juste pour faire la petite précision technique sur le web 2.0, là, tu as fait le côté commercial. Hein. Ouais, j'ai fait le côté commercial. Market. Ouais, comme un bon commercial de la société Frisbee, hein, entre guillemets. Bonsoir. Bonsoir, je suis la société Frisbee. Bref. Donc le côté commercial du web 2.0. Mais technologiquement parlant, en fait, le web 2.0, donc c'est tout ce qui est technologie Ajax. Donc en gros, vous cliquez sur votre... c'est quoi Ajax, hormis que ça ressemble un peu à un produit détergent? Là, ça va rien nettoyer du tout, mais en gros, le principe, c'est tu cliques à l'écran, tu as une requête qui est envoyée au serveur, mais tu vois pas forcément le résultat de ta requête serveur sur l'écran instantanément. Mais en contrepartie, ça peut apparaître une fois que c'est revenu, une fois qu'il y a eu traitement, et ça peut te faire du contenu enrichi à l'écran.
C'est-à-dire que tu recharges pas ta page, d'après ce que je comprends. Exactement, tu Ah, recherches ok, pas, d'accord. tu recherches pas toute ta page. Tu agis sur des éléments particuliers Ah, de ta page. c'est intéressant parce qu'à chaque fois, bon, si t'as pas forcément une connexion rapide, ça te permet d'éviter de tout recharger à chaque fois, si je comprends bien. Exactement, c'est bien ça. Et c'était le problème du web 1.0 où si tu avais un changement de page, quoi qu'il arrive, fallait tout recharger. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Surtout avec un modem 56K. C'était la fête. C'était la fête, c'était très lent à l'époque. Oui, donc techniquement, en fait, cette technique elle s'est basée donc sur cette technologie, l'Ajax là, qui utilise du JavaScript, donc un langage de script hyper rapide embarqué dans les navigateurs. Mais cette technologie existait bien avant l'apparition du Web 2.0. Du coup, quand vous entendez un argument pour aller sur un site qui est fait en Web 2.0 et que c'est tout nouveau comme technologie, c'est archi faux. Cette technologie existait bien avant l'apparition du terme Web 2.0, sauf que les développeurs à l'époque, ils voyaient pas forcément l'utilité ou ils n'avaient pas forcément envie de faire des trucs Bah, c'est surtout, dingues. c'est surtout ce que tu as parlé tout à l'heure, au début, à la fin plutôt du Web 1.0, où les unités commerciales qui sont positionnées sur Internet se sont dit ah, c'est sympa. C'est sympa, Et ça c'est eux bouge. qui ont fait, je pense, qu'on monté en haut du sommet le fameux Web 2.0. Ah oui, oui, facilement, oui, oui, évidemment même. Mais vas-y, enchaîne sur le web 2.3, excusez-moi. Non, 3.0. 3.0. Alors le web 3.0, Thomas. Là, j'ai retrouvé mon texte. Non, non, je le connais un petit peu. Alors, donc la deuxième tendance, c'est la technologie web 3.0 appelée web sémantique, qui s'est développée depuis 2006. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Là, on est un peu en 2012. On se dit, tiens, on est quand même dans l'ère du web 3.0 et c'est bientôt sa fin. Mais on en parle un peu plus tard. Ouais, la fin du web 2.0. Voilà. En gros, ça a transformé l'Internet en une gigantesque base de données dont le contenu sera accessible via des outils différents des navigateurs actuels et doté d'intelligence artificielle. Un exemple de technologie Web 3.0 est la possibilité d'utiliser un langage naturel pour interroger Internet, ou plutôt interroger les bases de données, parce qu'interroger Internet, c'est « Salut Internet, j'ai une question ». Bonjour Internet, j'ai une question. Mais le langage naturel, c'est ça. Oui. On tape dans C'est ça. Google, entre guillemets, quel temps va-t-il faire demain dans la rue à côté de l'école? Voilà, c'est-à-dire que hier, sur le web 1.0, parce que Google existait bien sûr à l'époque, on tapait une combinaison de mots-clés. Au fur et à mesure du temps, bien sûr, ces différents algorithmes se sont améliorés au point de vue d'une recherche. Et si on tape, par exemple, une phrase avec nom, verbe, sujet, complément, blablabla, à partir de là, le moteur en face est capable et son intelligence de nous sortir des éléments contractuels. Le plus intéressant que j'ai vu, je ne sais pas si tu as testé, ou je crois que je t'avais monté ce lien, il y a Google qui a sorti il y a un certain temps d'ici, lorsque tu tapes une formule mathématique complexe, avec certaines, et qui reconnaît un algo 3D, il va te générer sur cette recherche le calcul que tu vas faire, et il va te sortir un calcul en 3 dimensions en utilisant la technologie HTML5. Donc là, on va rentrer dans tout ce qui est WebGL, etc. On va pas compliquer la chose, mais derrière, il y a même un algo qui a dû tourner, je pense, sur des forums, etc. Et c'est super intéressant à tester. À tester, oui, oui, non, ça Donc tu me d'où l'as pas envoyé. voilà, mais je te le montrerai tout à l'heure et on le mettra sur notre forum. Oui, sur le forum de la radio et sur voilà. le blog Cyberculture. Exactement. Normalement, on y pensera. Donc, alors, ce qu'il faut penser. Ce qu'il faut penser dans tout ça, donc avec le Web 3.0, le moteur de recherche, comme j'ai expliqué, permet de classer toutes les pages et toutes les phrases afin de trouver par déduction connective le résultat qu'attend un utilisateur lambda. Les algorithmes cognitifs sont capables de déterminer, par rapport à un mot-clé, par exemple, d'un nom, d'une célébrité, ou même de vous-même, si vous cherchez votre nom, votre prénom sur Internet, de tout relier autour de vous. Oui, Voilà, là on va parler des sites que tu connais déjà ou que les auditeurs connaissent déjà. C'est un 2-3 People qui fait un peu peur aussi quand on met son nom et son prénom parce que ça va rechercher toutes les informations sur les fameuses bases de données qu'on parlait et ça va nous donner un champ sémantique, on dit au plus simplement un nuage de mots-clés de ce que vous représentez sur Internet. oui, c'est un bon indicateur de réputation sur Internet, 1, 2, 3 People. Voilà. Et bien sûr, le Web 3.0, il y a toute cette idée-là de médias.
alors que ce soit médias, actualité, Google, Facebook, s'il y a des Facebook qui sont ouverts et qui parlent de vous, ou les médias, ou s'il y a un article sur vous quelque part, sur un forum, et ça va vous sortir tout, images, photos, Ça texte. induit la notion de, comment dire, temps réel. Enfin, on commence à rentrer vraiment dans du temps réel malgré nous. Parce que jusqu'à présent, on pouvait aller sur Facebook, des chats, etc. Mais c'était notre présence qui crée le temps réel. Alors que là, il y a tout un univers, notre réputation, ce qu'on fait sur Internet, notre champ sémantique évolue malgré nous, même si on n'est pas présent. C'est que en gros, Internet devient un peu vivant, mute tout seul. Bah, il y a cette mutation, ça c'est un fait sur ces informations-là, et c'est pour ça qu'il faut faire aujourd'hui attention avec ce Web 3.0 parce que ça nous colle à la culotte. Oui, non seulement ça nous colle à la culotte, mais on ne sait pas si ça peut donner. Donc là, on revient sur l'éternel débat. Que dois-je mettre sur Facebook? Dois-je ouvrir un compte Facebook? C'est nos actions, c'est ce que nous mettons sur Internet, c'est nos coups de blues étalés à la face du monde qui font augmenter ces bases de données et qui aident le cognitif de l'Internet, entre guillemets, à apparaître. Par rapport à ça, ce que tu dis, c'est fortement intéressant, c'est un fait, mais il y a quand même. C'est vrai que ça peut paraître effrayant parce que si on gère mal, on nous voit mal, point de vue de notre cyber-image. Et de l'autre côté, c'est quand même intéressant parce que le moteur de recherche aujourd'hui, et je parle plus particulièrement de Google parce que pour l'instant c'est le premier moteur au point de vue européen, parce qu'au point de vue côté Amérique du Nord et Amérique, je crois que c'est Ask qui colle Google. C'est important de savoir que Google a fait d'énormes progrès. À un moment donné, on tapait des mots-clés, même si c'était lui qui avait le meilleur algo, on tombait sur tout et n'importe quoi. Oui, oui, et j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps. Il paraît encore sur Google, il y a des problèmes justement dans l'algo de recherche, mais des gros problèmes, enfin des problèmes qui perdurent depuis des années. C'est que même s'il n'indexe pas de nouveaux sites, vous n'êtes pas garanti que Google donne le même nombre de résultats pour une recherche donnée en fait. Et ça, ils n'ont jamais réussi à corriger le problème apparemment. Parce que mettre en relation tout ça, ça pose des problèmes de disponibilité, de serveurs, des problématiques techniques très très compliquées, quoi. C'est surtout la charge, hein, parce que ce qu'il faut savoir, quand vous allez sur Google, ça va pas aux États-Unis, ça va sur des web farms, des data centers, donc des salles, machines qui se trouvent en Europe. Je ne me rappelle plus où c'est exactement pour Google, je crois que c'est même peut-être en Irlande, donc en Hollande, comme par hasard. Et donc par rapport à ça, il y a un gros cluster, c'est-à-dire plusieurs ordinateurs, appelés serveurs aussi, mais plusieurs ordinateurs qui sont tous relais pour synchroniser. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'aussi les résultats ils sont pas forcément cohérents. Oui, bah oui, forcément. Cohérent, attention, oui, c'est cohérent, mais il n'y a pas toutes les infos. Non, il n'y a pas toutes les infos. Et il y a l'amélioration aussi de Google qui lutte, entre guillemets, contre la cyberpollution contextuelle. Donc cette fameuse information qui pour nous dans un futur, donc toujours en rapport avec notre thématique informatique, l'informatique du futur, on lutte contre une espèce de virus qui veut se positionner sur cet ensemble de mots-clés. Donc aujourd'hui ça devient de plus en plus intelligent et ces fameux gens qui se positionnent, bon après c'est un métier de se positionner et c'est pas forcément que une pollution, de travailler tout autour de ce fameux Web 3.0. Oui, le Web 3.0, j'ai l'impression que c'est plus qu'une avancée technologique, c'est une grosse réflexion sur ce que doit devenir Internet. C'est à peu près ça, hein, vu qu'on a, comme tu as pu constater avec le rebondissement, l'explosion, on peut appeler ça explosion des réseaux sociaux. Voilà, le web 3.0, c'est exactement ça. Exactement, et il y a une question sur le chat qui nous dit, et le Deep Web là-dedans? Alors, pour ton information, le Deep Web n'a pas franchement de rapport avec le Web 1, le Web 2 ni le Web 3. On appelle Web profond, Web invisible ou Web caché. Donc Deep Web, c'est la partie du Web accessible en ligne, mais non indexée par des moteurs de recherche. Donc des sites, t'as beau essayer de les trouver sur Google, tu ne les trouves jamais, en fait. Parce qu'ils sont refusés au référencement, ils ont fait des blocages sur leur site. Voilà, ils veulent rester anonymes.
Donc, bon, ça s'appelle aussi web sombre. Donc, d'une Le part, côté obscur. c'est le côté obscur de la force. On est d'accord, Luc. Néanmoins, donc ce web opaque représente à peu près 1 trilliard de pages non indexées. Tu te rends compte? 1 trilliard. Donc le web, le web invisible, ça représente 1 trilliard de pages non indexées. Bon, le problème là-dedans, c'est que on ne sait pas forcément ce qu'il y a, et ça a quand même une sacrée mauvaise réputation. Parce que Ça représente combien de pourcentage? Si on faisait une espèce de corrélation avec les données de ce qui est visible et ce qui est invisible. ça va t'étonner. Alors, en 2008, le web dit invisible, non référencé par les moteurs de recherche, représente 70 à 75% de l'ensemble, soit les fameux 1 trilliard de pages non indexées. C'est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Internet, ce qu'on voit, ce qu'on peut constater, c'est un tiers. C'est un tiers, Mm. donc c'est vraiment le haut de l'iceberg qu'on peut voir au Bah, public. Google peut nous faire aussi aller vers le deep, hein. C'est-à-dire, C'est-à-dire si on fait des bêtises et qu'ils n'aiment pas notre site internet pour X raisons possibles, parce que Google est Dieu, oui. ça faut pas l'oublier, on se retrouve dans ce deep web, Ah ouais, parce qu'on n'est oui, plus référencé. on n'est plus référencé, quoi. Et bon, pour dire grosso modo ce qu'on peut trouver dans ces sites non indexés, euh, donc c'est par exemple certains sites qui nécessitent une authentification avant d'accéder au contenu réel. Par exemple, des sites comme le National Climatic Data Center qui met en ligne des bases de données avec 370 000 gigas, enfin une base de données de 370 000 gigas, alors que la NASA a entre guillemets que 220 000 gigaoctets. Donc oui, pour pas se faire bombarder par les serveurs Google qui indexent toutes leurs données, ils ont préféré couper l'indexation et rester invisible en fait. Il y a peut-être aussi un objectif de ressources, hein. Ok, je veux bien comprendre que les bots de Google, on va dire, aspirent ces différentes informations, mais c'est pour éviter d'avoir trop de trafic sur leur site, hein. Parce Exactement. que ces bases de données, elles sont accessibles. Oui, une fois connecté, mais le reste n'est pas indexé en fait. Ok, c'est-à-dire qu'il faut être reconnu. Donc Voilà. login, mot de passe et... En gros, on a accès par Google qui a la page d'authentification, mais après le contenu, le détail, par exemple si on veut se renseigner sur tel ou tel sujet sur le National Climatic Data Center, on est vraiment obligé de se connecter pour voir ce qui se passe dedans. On ne peut pas faire des pré-recherches sur Google. Donc il y a aussi après tous les sites entièrement faits en JavaScript qui est totalement incompris donc, par les bots, les robots, qui permettent d'indexer les sites pour Google, Ask, etc. Après, il y a tous les sites en underground, on va dire. Donc, il y a tous les sites de Juarez, pas mal de sites pornographiques, pas mal de boards, pas mal de sites de particuliers non visibles. Bon, il n'y a pas que des choses moches, mais voilà, tout ce genre de choses. Quand tu parles de bord, tu parles de BBS, c'est-à-dire ce qu'il y avait avant Internet. C'est-à-dire que quelque part, il y a des technologies ancestrales qui se sont greffées quand même par la suite sur le web. Ouais. Ok. Ça, oui. Ça, oui, j'en suis même persuadé. Voilà, donc ça, c'était la petite question sur le chat. On a un peu dévié du sujet. C'est quand même une évolution, hein. C'est l'évolution de l'informatique. Il restera toujours... on pensait qu'il y avait 100%, parce que moi, tu m'as sorti ça, je connaissais le Deep Web, mais à un point d'être à 70%... Ouais, moi aussi, je trouve ça incroyable comme chiffre. On ne voit qu'un tiers d'Internet. C'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant, quoi. Donc une autre question sur le chat de Mou. Ne croyez-vous pas qu'il y ait un mouvement de désinvestissement de l'informatique dans le même temps qu'il y a un usage exponentiel? Je n'ai pas compris ta question, peux-tu reformuler? En gros, je pense que c'est ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui renoncent à l'informatique. Je pense que c'est un truc comme ça, et en même temps, l'informatique progresse. Au fait de renoncer, par exemple, le soir ou le matin, je sais pas, j'avais fait le test du geek il y a quelques jours d'ici, et il s'y mettait à 60,7% geek, parce que le matin, j'allumais mon ordinateur. C'était la première chose que je faisais. Donc c'est quelque chose qui est greffé. Admettons que je pars dans l'hypothèse que je ne veux plus allumer mon ordinateur le matin, je ne veux plus regarder mon Facebook plutôt, et mes mails, etc. Donc c'est le fait de reculer un petit peu de cette techno. Je pense que c'est ça, si je ne me trompe pas. Ouais, oui, sûrement. Je te crois sur parole. Alors, Shabada qui... Il y a Mou qui a dit « Ok, c'est bien ça ». Ok, c'est bien ça, de rien. Merci Sergent Slayer, t'es trop fort.
Shabada nous envoie un lien. A priori, oui, donc pour le Deep Web, il y a quand même des moteurs qui permettent d'y investiguer. Donc l'article pris sur makeuseof.com, vous tapez 10 Search Engine Explore Deep Invisible Web, vous obtiendrez l'article. Il confirme justement les à peu près 70-75%, soit 167 terabits de données cachées. Et je suis bien curieux de savoir quand marchent ces moteurs. Alors, il y a un truc que je te laisse regarder peut-être par rapport à ça. Il y a un truc qui est important aussi. Lorsque vous achetez sur Internet votre votre marque numérique, donc je parle du nom de domaine. Donc achetez votre.com, votre .fr ou l'extension que vous désirez, parce qu'aujourd'hui c'est un peu plus démocratisé. Si vous avez envie d'acheter une extension .be qui correspond à la Belgique par exemple, vous avez, si vous rentrez vous avez le droit. Parce que c'est un droit, même si vous n'hébergez pas le site en Belgique. Moi, ce que j'ai vu, ce qui m'a étonné sur différents serveurs, sur des serveurs, même sur des logs, et sur des passages de logs, quand je parle de logs, c'est par exemple, vous allez installer un logiciel qui permet de voir ce qui se passe sur votre site en entrée. Et là, ce que je vois, c'est bizarre, j'ai des requêtes sur mon nom de domaine, alors que j'ai pas encore référencé quoi que ce soit, qui va regarder directement mon site internet. Pourquoi ? Parce que où j'ai déposé mon nom de domaine, ils ont peut-être à un endroit quelconque l'adresse de mon site internet, et mon site internet est automatiquement quasiment référencé. Oui, en fait, voilà. Il connaît l'adresse, il va voir ce qui se passe de temps en temps, mais il référence pas. Exact. Mais il indexe pas, je veux dire. Non, il indexe pas, mais il peut indexer, c'est-à-dire qu'il peut fournir à Google de manière mécanique ses noms de domaine. D'accord. C'est mon nom de domaine. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie qui est possible, je sais pas si tu vois WordPress. Oui. Aujourd'hui, je pense que les gens connaissent WordPress dans le cadre des CMS pour faire son blog facilement, donc pour l'installer chez son hébergeur. Et WordPress, au début de l'installation, il vous demande, voulez-vous, est-ce que vous acceptez ou pas d'être référencé ? Donc là, on revient sur le Deep Web, il te propose direct, est-ce que tu veux couper l'accès ou pas au contenu que tu donnes de manière publique, ou même sur la globalité, sur la racine de ton site, est-ce que tu veux ou pas que Google passe ? Pourquoi ? Parce que lorsque tu acceptes ça, le WordPress va communiquer avec d'autres WordPress à partir de liens d'un site centralisé, donc c'est les fameux pings, ils vont communiquer entre ces différents sites et tu vas référencer ton site à travers ces anneaux. C'est très intéressant ce que tu dis. Je trouve ça c'est gentil. Ouais, non, c'est super intéressant. Ça un peu ce qu'on disait tout à l'heure là, c'est que Internet en fait commence à avoir une certaine notion de cognitivité, entre guillemets, une certaine conscience, et on voit des agglomérations de données qui à la base ne sont pas possibles. Et ouais, non, mais c'était vraiment très intéressant, William. Mais là, on va plus revenir, donc on va revenir sur le Web 3.0. T'avais d'autres éléments en stock ? Là, j'avais parlé un petit peu de tout ce qui était WebGL, c'est-à-dire sur l'évolution de. Oui. C'est intéressant parce que sur le Web 2.0, on avait photos, images, images, vidéos, texte, et vidéos, dans tous les ça s'en sens. chargeait. Et là, la magie de l'HTML5 et de l'évolution avec le WebGL, c'est l'intégration de la programmation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut même avoir un jeu en 3 dimensions, comme un Duke Nukem, etc., ou de la musique à partir de sa page web. C'est-à-dire qu'on peut avoir un jeu vidéo. Un jeu vidéo. C'est-à-dire c'est pas en 2 dimensions, mais c'est en 3 dimensions. Et c'est en 3 dimensions, c'est pas installé du tout sur l'ordinateur, et ça induit forcément les notions de cloud. On s'était pas arrêté dessus tout à l'heure. Le cloud, François. Le cloud. C'était ma blague du jour. Donc à la hotline, Olivier a dû sûrement vous en parler, du cloud. Donc c'est le fait de plus avoir une seule machine qui centralise les données et l'exécution d'un programme, mais c'est le fait d'avoir des machines un peu partout qui se complètent en fait. Et je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est paradoxal par rapport à la première fonction de l'Internet. Ça veut dire répartir les serveurs en cas d'attaque. Exactement, pour pas qu'Internet tombe. Voilà. Et dans toute cette histoire, c'est qu'aujourd'hui qu'on comprend qu'il faut dématérialiser donc nos documents sur différents serveurs, donc des copies, des gros clusters, parce que ça c'est le terme, des gros clusters, et donc le cloud computing c'est une technologie un petit peu comme le Web 2.0 qui a été récupérée par le market
et qui est utilisé sur SkyDrive aujourd'hui avec MSN, Google Drive pour stocker vos fichiers. Ouais, c'est un peu la manière bien pensante de dire je fais du torrent, mais chez Microsoft. Tu sais, d'un point de vue un peu bourrin. Bah, on peut voir ça comme ça parce que c'est clair que la technologie de répartition des fichiers, ils n'ont rien inventé, hein. C'est tous les logiciels de peer-to-peer qui a montré, même si bon, effectivement, ça a été utilisé de manière légale d'un côté et illégale de l'autre, et ça, c'est encore nous, en tant qu'individus propres et à but non commercial, qui avons montré l'exemple au pas venu des sociétés. Exactement, et il y a une phrase assez sympa de Linus Torvalds sur le sujet, donc le fameux inventeur, développeur de Linux. Donc notre bon vieux Linus Torvalds, il disait que la sauvegarde sur un seul serveur, c'est pour les fillettes. Le seul moyen de sauvegarder durablement des données, c'est de le donner à tout le monde, de le partager gratuitement avec tout le monde. Donc ça rejoint bien cette idée-là du cloud, où tu es obligé de le mettre partout pour être sûr que ta donnée survivra dans le temps. Parce que tu peux pas garantir à 100% qu'une machine, même si elle vient d'IBM, qu'elle vaut 50 000 euros, tu peux pas garantir qu'une seule machine tiendra dans le temps. Tu peux pas garantir qu'un jour il y aura un tremblement de terre, que la machine va flamber. Tu peux pas garantir qu'il y a une inondation un jour. Alors que si tu la sauvegardes sur des milliers de machines, bah tu es sûr que ta donnée peut tendre vers l'immortalité. Arrête-moi si je me trompe, c'est un petit peu le truc que fait sur toutes les distributions Linux, sur les miroirs. Bah oui, sur le oui, mirroring, c'est ça, ouais. où tu peux même héberger toi-même et proposer de manière officielle de pouvoir stocker, on va dire, les différents packages pour Linux. Oui, 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 exactement, quoi. Et là, le phénomène cloud, on peut le voir à notre échelle, parce que là, bon, il y a beaucoup de mousse, oui, sur le grand cloud français, et la prochaine victoire du numérique en France. Je vais pas m'attarder dessus, je considère ça comme une blague, Vas-y. une grosse joke, Private joke. une private joke, mais voilà, par exemple, dans les dernières box, dans la nouvelle box vient de sortir d'un grand opérateur français dont la pub passe encore à la télé, mais je ne tairai le nom. On peut jouer à du streaming game, je sais plus c'est quoi le terme. Ouais, en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a un flux HD. Ouais, tu me C'est dis ça, si je on me a un trompe. flux HD. Il y a un flux HD qui arrive par la fibre ou par, si vous avez de la chance, d'avoir une connexion fibre ou du très très haut débit. Donc, on a le joystick, c'est ça, On a le joystick, sur la box. Et on envoie donc ces informations-là de ce qu'on va aller à gauche, on veut sauter, on veut choisir, sélectionner ses options dans son jeu vidéo ou même jouer. On va envoyer ces informations-là au serveur qui se trouve quelque part dans un data center chez l'opérateur. Exactement, et Ah ça ouais. nous renvoie l'information et on voit à l'écran quasi en temps réel notre jeu vidéo comme si on était devant une vraie console. Et c'est exactement le même principe, sauf que on n'a jamais installé le jeu, on est obligé de l'acheter. C'est ça, c'est une forme de protectionnisme contre le piratage. Ouais, ouais, mais en contrepartie de ce que j'ai vu tourner, ça, par moment, ça rame, hein. Tu vois, si tu arrives entre guillemets en période de forte affluence entre 20h et 21h en semaine, donc quand les gens rentrent chez eux, ils ont envie de se détendre, ils se font un petit jeu vidéo. Mais dans ces périodes de forte affluence, tu auras le phénomène qui peut subvenir, le phénomène de lag. Donc c'est-à-dire, tu appuies sur le bouton pour sauter, ton saut ne se produit que 5 secondes plus tard. Et c'est dommageable pour jouer dans de bonnes conditions. Par rapport à ça, c'est intéressant. Là, il reste 5 minutes, à peu près 5 minutes d'émission. Parce qu'on arrête à 25 à première vue. Ok. Et j'ai perdu le fil dentaire. Alors, c'était par rapport au rebond de ce que tu disais. C'était. Je te parlais du jeu en streaming. Voilà, avec le jeu en streaming. lag. Ça m'a fait penser à l'informatique donc, du futur pour aller vers la conclusion. Demain, on aura des terminaux chez nous quelque part. Avec ta box. Bah oui, en tout Voilà. cas, les éléments laissent supposer qu'on Donc, tend vers ça. Donc moins de choix et moins de pouvoir sur ce qu'on peut réaliser soi-même avec son ordinateur. C'est-à-dire qu'on va on va nous cercler et nous empêcher de faire de manière démocratique ou même de manière naturelle de pouvoir utiliser son ordinateur. Parce que tout va être centralisé et tout va être câblé. On ne sera pas administrateur entre guillemets. Peut-être. Et pour rebondir là-dessus, il y a une question très intéressante de Mou qui va dans le sens de ta pensée. Mou et chaud. Hein. Mou est chaud aujourd'hui, merci Mou. Bref, oui, mais le concept d'humanité est fondé sur l'unicité, la mortalité.
Quand on vivra dans un monde où toutes nos données sont immortelles et possédées par tous, que restera-t-il de la notion d'individu? Qu'en penses-tu? Euh, Bah, c'est ce que après, c'est ça, c'est la centralisation tout autour de l'informatique. Et même Lisande avait parlé de ça, on a un peu parlé dans certaines missions sur tout ce qui était cloud computing avec la mémoire cloud. Ça veut dire, bah voilà, il y a des choses qu'on ne saura pas. Et c'était même un épisode de Au-delà du réel, je sais pas si tu te rappelles, ou à voir, une espèce de puce sur la tête, et ils sont reliés à un réseau. Oui. Et ils sont super intelligents parce que dès qu'ils regardent un bouquin, ils sont capables de savoir ce que contient ce bouquin et le contexte, par exemple, philosophique, ils synthétisent très rapidement, c'est-à-dire que leur connaissance est rapide. Mais à un moment donné, il y a bug, le système bug complètement, donc contrôle les gens, et ils font tout et n'importe quoi, et ce système est cassé. Et ces choses qu'ils savent, bon, bah, ils redeviennent de manière simple. Ils connaissent pas ils ne connaissent pas la culture, etc., parce qu'ils étaient obligés d'avoir leur extension mémoire via ce cloud. Ah, c'est puissant. Ouais. C'est Donc ça rejoint un peu, pour un petit peu broder autour de ça, ça rejoint un peu cet univers-là. C'est-à-dire que, est-ce que, bon, bah, on va être dépendant de l'informatique? Bah, le débat est ouvert en tout cas, mais oui. Et que restera-t-il de notre notion d'individu dans un tel contexte? Bah, dans ce que vient de dire William, enfin dans son exemple, on a une puce connectée, on a toutes les informations de tout le monde, mais nous est aussi transmis aux autres, donc nous ne sommes plus forcément nous. Mais que veut dire l'humanité dans un tel contexte? Là, on rentre vraiment dans une notion de, entre guillemets, de super-organisme, un peu comme une fourmilière, où l'individu n'est rien, mais c'est juste l'ensemble qui fait la force. Contrairement à nos sociétés où le tout peut être fort, mais l'individu peut être fort également. Bah, tu sais, il y a le film Clone avec Bruce Willis qui le montre aussi, qu'on se dématérialise vers un autre corps qui est plus beau, plus propre, plus costaud. C'est sûr que je pense qu'aujourd'hui, il faut apprendre à vivre sans. Je ne vais pas dire de ne pas vivre avec pour s'aider en tant qu'outil, mais à un moment, il faut que ça reste juste un outil. Il ne faut pas que ce soit greffé en nous, il ne faut pas que ça synchronise notre vie. Oui, il ne faut pas tomber dans la dépendance facile, entre guillemets, sous prétexte que ça va nous rendre multiples services. Il y a 30 ans, on arrivait très bien vivre sans aller sur Facebook. À un moment, il faut peut-être se poser la question, ai-je vraiment besoin de Facebook? On envoyait des lettres, hein. Comment ça? Bah, des lettres postales, on s'exprime un peu plus. Ah oui, oui. Là, tout s'est fait dématérialiser, comme je l'ai expliqué. Bah voilà, et moi je vois une certaine génération qui lit exclusivement sur ordinateur, et il y en a d'autres, ils restent au papier. Mais est-ce que c'est vraiment bon de tout lire sur ordinateur, sachant qu'on a quand même des sources d'informations, vu qu'on a accès qu'à un quart des informations facilement pour le lambda commun? Voilà, on arrive forcément à une information concentrée. On arrive déjà à une information formatée en quelques années. C'est bête à dire. Et du coup, forcément, la notion d'individu dans tout ça, si on a tous accès aux mêmes infos, forcément, au bout d'un moment, on a de fortes chances de penser tous pareil. Bah, oui, on va penser tous pareil parce qu'il y aura. Après, c'est toujours ce choix. Le choix de mettre une AI qui va nous synchroniser comme des horloges et comme des ordinateurs, Comme tout des simplement, ordinateurs. du computing, du human computing. Ça, c'est aussi un sujet qu'on pourrait aborder. C'est sûr que s'il y a un ordinateur, une AI qui s'occupe de nous, c'est un peu tendu, hein. Ah, c'est un peu tendu, ou même si l'AI nous supplante un moment, comme dans les histoires futuristes dystopiques à la Terminator, ben voilà, ça donne pas franchement envie de se laisser surpasser, entre guillemets, de se laisser déborder par l'ordinateur dans le futur. Trop d'informations tue l'information, hein. Peut-être, peut-être. Ça, c'est un fait, hein. C'est-à-dire, si tu cumules trop d'informations, admettons qu'on a aujourd'hui ce réseau, ou dans 25 ans, on aura peut-être ce réseau, on ne sait jamais. Oui, on sait pas de quoi est fait le futur, de toute On sait qu'il y a manière. des études, des explications rationnelles, on va peut-être faire ça pour tout ce qui est cybernétique. Et à partir de là, il est clair que si on prend trop d'informations, notre cerveau, il n'est pas capable forcément d'absorber, de digérer. Parce qu'on peut prendre l'information, mais après, notre esprit doit le digérer. Parce qu'on n'est pas prêt à ça. Oui, exactement, on n'est pas prêt à ingurgiter l'information et le ranger tout de suite sur le disque dur. Le cerveau humain, il n'est pas fait comme ça.
Non. tout simplement. Voilà. L'évolution, je te laisse conclure. Du coup, l'informatique du futur, à notre sens, après notre longue discussion avec William sur le sujet. Oui. Oui. Les portes sont ouvertes, mais les évolutions tardent déjà. Mais en attendant, les ingénieurs planchent et on a hâte de découvrir des nouveaux ordinateurs type ordinateur quantique. Et pour rebondir sur notre bon vieux Amiga 1200 1999 aujourd'hui, c'est bien beau d'avoir des 200 x 300 en bitmap, mais ça fait pas avancer le schmilblick malheureusement. Le old school, ça va bien 5 minutes. Moi, William, nous sommes des fervents défenseurs du old school, mais le old school ne nous donnera pas à manger en tant qu'informaticien d'ici 15 ans. Et ne rendra plus service. Bon salut à tous et sinon assez rapidement il y a l'assembly qui se passe en Finlande en ce moment, donc tapez Assembly Coding Party sur Google, il y a un stream, c'est génial, à bientôt. Oui, allez-y sur l'assembly, à bientôt. Le site ici-et-maintenant.com vous permet d'écouter la radio et de consulter le planning, mais il existe un éventail de sites vous proposant divers services. Le site rimlive.com vous donne accès à toutes les vidéos de la radio et